Une rupture, vous savez, est intervenue avec le WISC-4. Dans la grande lignée des échelles de Wechsler, le WISC-4 représentait une rupture. Il y avait la suppression définitive des QI verbales et QI performance, et puis l'introduction d'indices factoriels inspirés de la théorie CHC, Carroll, Horn, Cattell. Donc, l'examen psychologique avec le WISC-4 ne se résumait pas, ne se limitait pas au calcul du QI et à l'interprétation des réussites et ou des échecs, mais déjà à l'élaboration d'un profil cognitif. Vous avez utilisé le WISC-4, vous savez, comme nous, qu'il avait des limites. Alors j'en ai retenu particulièrement 3. La première limite, c'est l'hétérogénéité. Vous vous souvenez de cet indice qu'on appelait l'indice de raisonnement perceptif, qui était composé d'une épreuve de cubes, principalement saturée par l'aptitude spatiale, une seconde épreuve qui était l'identification de concepts, qui faisait appel à l'intelligence catégorielle, et une troisième épreuve qui était matrice, qui faisait appel à l'intelligence fluide. Donc 3 épreuves, en fait, différentes, et qui faisaient appel à des processus mentaux différents, processus cognitifs, et qui étaient réunis ensemble dans un même indice. Pour bien illustrer ces limites, je vais prendre le cas d'un enfant qui servira de cas clinique qu'on retrouvera à plusieurs reprises. C'est celui d'un garçon de 14 ans et demi, Alexandre, qui présente un trouble que l'on nomme une dyspraxie visuo-constructive. Et pour bien vous faire sentir ce trouble, je vous propose de regarder ce qu'il est capable de faire dans la copie de la figure d'Aurélie. Normalement, ça doit rester à... Un garçon très sympathique, agréable, beaucoup d'humour. Il est en 4e. Il a des maladresses à table. Vous voyez la copie de la figure? C'est très très compliqué pour lui. Voilà. Garçon qui a beaucoup d'humour, il dit... après la fin du monde, comment il dit ça exactement, je l'ai marqué, après la fin du monde, c'est clair que j'en profite. C'est-à-dire que quand tout sera écroulé, qu'il n'aura plus besoin de se servir d'une équerre, d'un compas, d'un couteau, d'une fourchette, il en profitera un maximum de la vie. Alors, avec le WISC-4, on avait ce profil-là, profil classique, avec un bon niveau en compréhension verbale, mais un indice de raisonnement perceptif qui n'était pas cohésif, qui était hétérogène, vous le voyez, avec une note à cube qui était très faible. Deuxième limite du WISC-4, c'était l'évaluation de la mémoire de travail qui reste, dans le WISC-4, essentiellement auditivo-verbale. Souvent, on était forcé de compléter cette évaluation, peut-être en utilisant les blocs de Corsi ou d'autres épreuves de ce type. Une troisième limite, la perte de significativité du QI total qui, souvent, la plupart du temps, s'effaçait derrière un profil cognitif qui était hétérogène, voire disharmonique. Par exemple, si je reprends le cas de ce garçon de 14 ans et demi, on voit bien que le QI de 78 ne nous renseigne en rien sur son fonctionnement cognitif. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart, l'hétérogénéité entre des domaines très différents du fonctionnement cognitif. La différence, par exemple, entre l'ICV, l'indice de compréhension verbale, et l'indice de vitesse de traitement était de 46 points dans son cas, ce qui est énorme. D'abord, il y a la première réponse, ça sera le remplacement de cet indice non homogène de raisonnement perceptif par 2 nouveaux indices. Deuxième réponse, la refonte complète de l'indice de mémoire de travail. Et une troisième réponse, une nouvelle conception du QI. L'échelle de raisonnement perceptif du WISC-4 est donc scindée en 2 échelles, une échelle visuospatiale et une échelle de raisonnement fluide. Si je reprends la première échelle, l'échelle de visuospatiale, elle est composée maintenant de 2 subtests, cubes et puzzle visuel, qui toutes les 2 vont mettre en jeu les aptitudes spatiales, l'analyse perceptive à partir d'un modèle, la visualisation spatiale et la rotation mentale. Alors, on a des items nouveaux, par exemple l'item 8 que vous ne connaissiez pas, et puis l'item 13 qui est un item très très compliqué.
que je ne suis même pas certain que les professionnels soient capables de refaire sans aide. Alors, voilà, par exemple, dans cet item, vous voyez, en fait, pour refaire, il faut changer, casser la représentation sous forme de carré pour faire une croix. J'ai rencontré un garçon de 11 ans et demi, 12 ans, qui l'a fait avec moi, mais en trichant. Il a regardé la feuille de protocole et il a perçu sur le protocole, le dessin est marqué comme cela et il a pu le faire. Alors, Cube est une épreuve, la seule épreuve du WISC 5 qui permet de suivre, de voir très directement les processus cognitifs de résolution du sujet. Est-ce que son approche est syncrétique ou est-ce qu'elle est analytique ou bien synthétique? 3 types d'approches qu'on peut repérer au Cube. Et je vais vous montrer une petite vidéo d'une approche, disons, synthétique. C'est-à-dire une approche qui amène le sujet à faire des sous-parties, à analyser la figure en sous-parties, puis à remettre les parties ensemble. Regardez bien parce qu'il est rapide. Top. Voilà. Je n'ai pas chronométré, mais c'est assez rapide quand même. Voilà, donc vous avez ici un exemple typique d'une approche synthétique, et ce garçon est capable en cours de passation de changer de type d'approche selon la difficulté de l'item ou les caractéristiques propres à l'item. Cube, dans le WISC 5, nous apporte d'autres sous-nodes, mais je crois que Delphine en parlera. Par exemple, on a une note qui est intéressante, c'est cube partiel, qui correspond au nombre de cubes bien positionnés lorsque l'enfant dit avoir terminé ou lorsque le temps est écoulé. Donc ça nous permet, cette note cube partiel nous permet de prendre en compte des réussites partielles. Par exemple, voilà, à la figure 13, le sujet a eu 3 cubes corrects et donc on en tient compte même si la note normalement est de 0. Une seconde épreuve, puzzle visuel, que vous connaissez peut-être. Alors, on l'a consignée toute simple. Quelles sont les 3 pièces parmi celles-ci qui vont ensemble pour former le puzzle? Alors, le puzzle, évidemment, c'est le modèle qui est présenté d'en haut. Et il faut choisir 3 pièces. C'était une épreuve qui était déjà utilisée dans la WISC-4. Alors, ça met en jeu les aptitudes spatiales, l'analyse perceptive, évidemment, à partir d'un modèle, la visualisation, la rotation mentale en 2 dimensions. Ces opérations qui sont effectuées chez un cube et un puzzle visuel mobilisent des processus communs, mais elles ont aussi des spécificités. À cube, on construit en 3 dimensions, et alors qu'à puzzle visuel, on va reconstituer en 2 dimensions une figure. Et puis l'échelle de raisonnement fluide, vous connaissez bien matrice, eh bien il y a une autre épreuve, balance, qui est ajoutée pour permettre d'évaluer cette intelligence dite fluide, capacité de donner du sens à une confusion d'éléments, à établir des systèmes de pensée non verbaux sans connaissance préalable. Des épreuves classiques, des items classiques de matrice, vous connaissez, ça fait peu appel aux connaissances culturelles. Il suffit de reconnaître le rond du carré, le rouge ou l'orange du jaune. Donc on va identifier, dans un premier temps, le sujet va identifier des règles de transformation. Là, il y en a 2. Garder les mêmes formes emboîtées. Et la deuxième règle, c'est inverser les couleurs. Et donc, après avoir identifié les règles, on va les appliquer dans un deuxième temps en choisissant la bonne réponse. Alors, ce qui change dans le WISC 5, c'est dans Matrice, il y a des suites. Dans le WISC 4, il y avait une seule suite. Ici, dans le WISC 5, il y en a pratiquement autant de suites que de matrices orthogonales. Alors, ça met en jeu la capacité à trouver du sens à un ensemble qui peut paraître confus. C'est pas toujours très facile. Le sujet doit trouver les liens logiques qui organisent l'ensemble, ce qui va nécessiter de sa part de la flexibilité et de l'autonomie de pensée. Par exemple, je ne sais pas si vous avez le résultat, mais je vous mets une petite aide. Voilà, donc
la bonne réponse. Et là, on n'est qu'à l'item 19. Il y a encore pas mal d'items derrière qui sont très compliqués. On connaît bien cette intelligence fluide, on sait que le maximum chez l'humain, les sujets, est vers 20-25 ans, et qu'un bon sujet de 12 ans qui a vraiment des compétences en intelligence fluide, eh bien, il peut faire aussi bien que nous. Et on a évidemment un gros avantage, nous, sur nos sujets, c'est qu'on a un manuel avec les bonnes réponses. Et puis une épreuve de balance, épreuve nouvelle, qui était aussi, je crois, dans la Vice 4. Oui. Et alors, on va essayer on passe dans un autre système, un système de pesée virtuelle. Qu'est-ce qui, parmi ces réponses, pèse la même chose que celle-ci? Alors, c'est un peu compliqué au départ, mais les enfants, en fait, comprennent vite. Et puis, il y a de nombreux items qui sont tout à fait, qui permettent de bien se familiariser avec le subtest. Donc ça va mobiliser évidemment la pensée inductive et déductive. Il faut extraire des règles d'équivalence. On est dans les règles d'équivalence, déduire le résultat. Ça sollicite, on le verra, le raisonnement numérique et quantitatif. Alors dans cet item, l'item 14, il fait appel au sens commun. Si vous regardez bien, vous avez un gros objet qui pèse le même poids que deux petits objets. Ça, c'est habituel. On sait bien que ce qui est plus gros pèse plus lourd, habituellement. Mais on va vite se retrouver avec des items un petit peu différents, comme celui-ci, où là, il y a une rupture de la relation d'évidence, il y a une rupture de la relation d'évidence qui amène à penser que deux objets pèsent plus lourd qu'un seul objet. C'est ce qui est habituel. Eh bien là, non. Un objet de même taille pèse plus lourd, mais de forme différente, il pèse plus lourd que deux objets d'une taille équivalente. Cet item va faire appel à la capacité de l'enfant, du sujet, à s'extraire de la perception, de la simple perception, pour se représenter la situation. Ça nous rappelle ce que Piaget nomme les conservations. Et donc, quand vous ferez passer des WISC 5 et cette épreuve de balance, soyez attentifs à ces moments de rupture d'équivalence. J'ai une petite vidéo qui illustre rapidement cette conservation. Alors, j'ai du jus ici. Oui. Tu vas le verser dans les deux contenants qui sont là. Et il doit y avoir la même quantité de jus dans les deux contenants. Oui. Est-ce qu'il y a la même quantité de jus dans les deux contenants? Oui. Alors, Morgane, tu vas prendre un des deux contenants et tu vas le transvider dans celui-ci. Je vais mettre l'entonnoir, puis je vais... Tu peux me dire, s'il y a la même quantité de jus dans ce contenant-ci et dans celui-là? Non. Pourquoi? Parce que ça fait comme plus haut. Puis aussi, il est beaucoup plus gros que ce contenant-ci. Voilà. Un extrait vidéo de nos collègues de Montréal, vous l'avez compris, qui illustre bien la difficile conservation des volumes et, dans une certaine mesure, dans l'épreuve de balance, ça fait appel à des processus un peu similaires. Pardon. Alors, il y a des items très très compliqués. Le WISC 5 a souhaité, dans la construction du WISC 5, on a souhaité avoir des items pour éviter un effet plafond. Donc, il y a des items extrêmement complexes. On a ici 3 balances. Et vous voyez bien que si on prenait le tout début, la première balance, un petit triangle jaune est égal à 3 balles rouges, si bien que si on prend la dernière à droite, on voit bien que 2 triangles jaunes doivent être égaux à 6 balles rouges. Manque de chance, on n'a pas la bonne réponse dans les solutions proposées. On va donc devoir passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire la balance médiane, où 2, disons, losanges bleus sont égaux, pèsent le même poids que 3 triangles et une balle. Ça se complique, hein? Chaque triangle étant égal à 3 balles, 3 fois 3, 9 et 1, 10. Voilà. Et donc la réponse
va presque être évidente maintenant, non? C'est-à-dire qu'un losange bleu pèse 5 balles. Donc 5 et 1 fait bien 6, et c'est la réponse 4. Et donc, si je reprends le jeune Alexandre de 14 ans et demi, on voit bien que lorsqu'on va lui proposer une épreuve, non pas le WISC 4, mais le WISC 5, on va pouvoir bien différencier son trouble visuospatial de l'absence de trouble de raisonnement fluide. Ce garçon, il a un vrai trouble visuospatial qui se donne à voir à cube et à puzzle visuel, mais qui se laisse moins appréhender, évidemment, à matrice et à balance. Bien qu'à matrice, vous le savez, il y a des matrices qui mettent en jeu des orientations et qui pénalisent les enfants qui ont des troubles visuospatiaux. Un autre indice qui est avec beaucoup de changements, c'est l'indice de mémoire de travail. Maintenant, vous avez 2 épreuves différentes, mémoire des images et mémoire des chiffres. Donc la mémoire de travail, vous connaissez, stockage temporaire d'informations, tout en réalisant des traitements. Donc l'indice de mémoire de travail, le nouvel indice de mémoire de travail du WISC 5 va combiner une évaluation auditivo-verbale avec une évaluation plutôt visuomotrice, visuoperceptive plutôt. Séquencé de chiffres devient optionnel et mémoire des chiffres, 3 sous-parties, les chiffres en ordre direct, en ordre inverse et en ordre croissant. On s'arrête une seconde sur les chiffres en ordre croissant. On va demander au sujet de répéter des chiffres, mais en les mettant dans l'ordre dans lequel on compte. Par exemple, l'item 5, on va donner les chiffres, vous connaissez le principe, 1 par seconde, avec la voix qui baisse sur le dernier chiffre, donc du genre 3, 3, 6, 1, 5, à toi. Et donc l'enfant doit stocker en mémoire, donc encoder, stocker et traiter, c'est-à-dire les remettre dans l'ordre dans lequel on compte. Évidemment, c'est plus facile, cette épreuve de chiffres en ordre croissant est moins complexe que l'épreuve de chiffres en ordre inverse, car chaque chiffre porte avec lui son ordre dans la série. Alors, si je reprends le modèle classique de Baddeley et Hitch, sur la mémoire de travail, vous avez l'administrateur central qui traite et stocke les informations. Il y a 2 systèmes subsidiaires de stockage, l'un pour l'information verbale, boucle phonologique, et l'autre pour l'information visuospatiale. Dans le WISC 4, on n'évaluait, dans une certaine mesure, qu'une partie de la mémoire de travail, selon ce modèle, alors que maintenant, dans le WISC 5, avec l'épreuve de mémoire des images, on évalue peut-être plus globalement la mémoire de travail dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épreuve de mémoire des images? Par exemple, on va montrer des images très concrètes au sujet. On lui dit « regarde bien ces images ». On lui présente pendant 5 secondes. Et 5 secondes plus tard, on présente d'autres images dans lesquelles sont insérées les images mémorisées précédemment. Montre-moi les images dans l'ordre, on n'oublie pas l'ordre, dans lequel je viens de te les montrer. Ce qui donne cela. Voilà. Alors c'est une épreuve qui fait appel au calepin visuospatial, tel qu'il est défini par Baddeley. Le temps d'exposition est bref, je vous l'ai dit, 5 secondes, et ça ne permet pas un recours systématique au langage oral, au langage implicite. À un moment donné, il faut prendre d'autres solutions pour mémoriser. Et puis les images reviennent à plusieurs reprises dans les items, et donc le sujet doit faire preuve de résistance aux interférences. Le garçon, Alexandre, lui, à mémoire des chiffres, il a une meilleure note qu'à mémoire des images parce que son trouble visuospatial va le perturber dans le cas de mémoire des images. Et alors vous rencontrerez des sujets pour lesquels ce sera différent, des sujets par exemple qui ont un trouble de la fluence, une difficulté de fluidité verbale, ils auront certainement une meilleure évaluation à mémoire des images qu'à mémoire des chiffres. Le QI. Alors le QI, là, dans le WISC 5, il devient un indice. C'est-à-dire que dans les versions précédentes du WISC, le calcul du QI prenait l'ensemble des subtests. C'était l'approche globale du sujet par Wechsler, par Binet.
une approche globale avec les facteurs non intellectifs. On mesure toujours ça, c'est toujours pareil, mais le QI, lui, il n'est plus la somme équipondérée de toutes les performances au test, avec chaque épreuve ayant le même poids. Dans le WISC 5, vous allez le voir, le QI est traité comme un indice à part entière. Il est composé de la somme des notes standards à un ensemble de 7 subtests qui sont sélectionnés, qui vont représenter une grande diversité d'aptitudes, toujours dans l'esprit d'intelligence globale, mais il y a eu un arbitrage et une sélection de subtests. Si vous vous souvenez du WISC 4, par exemple, ici on a similitude de vocabulaire, 2 subtests de compréhension verbale. Cube, un seul subtest représentera le visuospatial, alors que cube et matrice, 2 subtests vont représenter le raisonnement fluide, raisonnement logique à partir d'un support perceptif et sans connaissance préalable. Et puis mémoire des chiffres, une seule épreuve pour la mémoire, et code, une seule épreuve pour la vitesse de traitement. Donc le QI, entre le QI WISC 4 et le QI WISC 5 change. C'est pas le même, exactement. Une petite remarque, moi j'ai des étudiants en supervision qui font parfois des erreurs dans le calcul du QI avec le WISC 5 en additionnant toutes les notes, les 10 notes, et en se référant au tableau qui est fait pour avoir 7 notes. Donc évidemment, il y a des QI qui ne correspondent pas à l'ensemble des indices. Vous avez des indices à 98, 105, et puis un QI à 120, vous voyez. Donc, soyons tous prudents là-dessus. Ça peut nous arriver à tous. On a une telle habitude qu'on peut faire cette erreur. Alors, si on compare, regardez, le QI WISC 4 avec le QI WISC 5, vous voyez que l'intelligence cristallisée dans le WISC 4 représentait 3 épreuves sur 10, vocabulaire, similitude et compréhension, si je ne me trompe pas, alors que dans le WISC 5, ça représente pareil, 29, parce que c'est 2 épreuves sur 7. L'intelligence fluide a augmenté, elle est mieux représentée dans le WISC 5 que dans le WISC 4. Les aptitudes visuospatiales sont aussi un peu mieux représentées. En revanche, mémoire de travail et vitesse de traitement vont être moins bien représentées, en tout cas vont avoir un poids moins important dans le nouveau QI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce QI du WISC 5 ? Moi, je l'ai appelé un indice d'adaptabilité cognitive. Alors, je ne sais pas, pas sûr que ce soit partagé par tous mes collègues ici, même ici à la tribune, ou par vous. Alors je reprends, la structure factorielle du WISC 5, elle est en 5 facteurs, avec un indice de compréhension verbale, un indice visuospatial, un indice de raisonnement fluide, très intéressant comme indice, un indice de mémoire de travail, lui qui est plus complet maintenant, et puis un indice de vitesse de traitement qui est classique, code et symbole. Donc tous ces indices sont composés à partir de 2 subtests qui sont fortement corrélés entre eux. C'est important de bien insister là-dessus. Alors les autres rapports du WISC 5, on aura de nouveaux indices, on a des possibilités d'administration un peu différentes, et puis évidemment le remplacement des items obsolètes, mais je ne m'y attarderai pas. Vous pouvez avoir avec le WISC 5 15 subtests. Il y en a 10 principaux et 5 secondaires. 3 modes d'administration. On peut faire passer 7 subtests pour le calcul du QI total et des indices ICV et IRF. On peut faire une administration rapide du WISC 5, 7 subtests. Vous aurez le QI total, vous aurez l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement fluide. 2 indices extrêmement importants, très lourds, qui pèsent beaucoup dans le développement de nos jeunes sujets. Vous pouvez avoir une passation qu'on pourrait dire classique ou standard. Ça serait 10 subtests qui vont nous permettre à ce moment-là d'avoir le QI, évidemment, mais d'avoir aussi les 5 indices principaux. Alors là, on a un vrai bon profil cognitif, très intéressant. Et on peut faire passer, à la demande, jusqu'à 15 subtests si on veut avoir une information supplémentaire ou si on veut pouvoir avoir des indices complémentaires. Je vous montre quelques profils au WISC 5. Alors j'en ai sélectionné 3 dans les sujets que j'ai rencontrés récemment. Donc le premier sera un trouble développemental de la coordination, on pourrait dire un trouble spécifique du développement moteur, ou on pourrait dire aussi une dyspraxie. Alors c'est un
un garçon qui, vous voyez, toute une liste de difficultés pour s'habiller, par exemple. Beaucoup de temps pour mettre les vêtements. Quelquefois, les vêtements sont enfilés à l'envers. Voire même, les couches ne sont pas superposées dans le bon ordre. Il peut renverser de l'eau quand il se sert. Alors, s'il doit en servir dans un petit gobelet comme cela, ça c'est sûr qu'il va renverser, c'est trop léger. Alors la viande, pour couper la viande, ou la pizza, me dit-il, quand elle est trop cuite, vous voyez, qu'elle glisse sur l'assiette, ça souvent une catastrophe derrière. Il peut faire tomber les verres. Il n'a pas de difficulté à se laver seul, sauf pour les cheveux. Vous voyez, tout l'intérêt d'avoir une anamnèse un peu, en tout cas, un entretien préliminaire un peu précis avec les jeunes sujets, c'est toujours très intéressant. Difficulté à faire les lacets, ou quand il y arrive, maintenant qu'il a 11 ans, ils ne tiennent pas toujours. Il n'est pas du tout précis en géométrie, surtout avec l'équerre, et il me dit « le compas, c'est mon ennemi ». On le comprend bien. Problème de dessin en art plastique, on s'en doute. Problème d'écriture qui est difficilement lisible. Hein. Donc il est passé à l'ordinateur, mais c'est compliqué en faisant de maîtriser tout ça, de prendre des cours sur un ordinateur. Il a toujours détesté les puzzles et les Legos, et sa maman m'a dit en dernier que sa chambre n'était pas rangée. Alors je ne l'ai pas mis là parce que c'est pas un critère, je crois. Et alors, si on voit le profil des notes standards au WISC 5, il a 11 ans et il a en compréhension verbale un niveau d'âge hôtesse de 13 ans. En revanche, à Cube, son niveau est inférieur à 6 ans. Le WISC nous propose un étalonnage qu'à partir de 6 ans, mais lui, il a une note très très faible. Je pense que si je lui avais fait passer les cubes de la WIPSI, j'aurais pu dire peut-être il a 5 ans de développement. Vous vous rendez compte la difficulté de fonctionnement pour un enfant comme cela qui, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il a de l'humour, quand il me rencontre, il me demande si je vais bien, parce que je tousse un peu, vous voyez, il s'intéresse à autrui, il est sociable, et il fonctionne un très bon langage et un niveau de représentation dans l'espace, visospatial, visoconstructif, comme un enfant de 6 ans. En plus du WISC, j'ai proposé à cet enfant de faire un TAT. Et à l'image 1 du TAT, vous savez, où on voit un jeune, l'air pensif devant son violon, il m'a dit que c'était un jeune qui voudrait faire du violon, mais il n'y arrivera pas, etc. Et donc je me suis dit, en même temps, c'est vrai que pour un enfant qui a un trouble comme lui, visuoconstructif, dyspraxique, le violon, c'est même pas la peine d'y penser. Ni le piano, peut-être même pas la batterie. Oui. L'art plastique, c'est pas la peine d'y penser. Il n'a pas joué au Lego comme tous les enfants de son âge. Il n'a pas pu passer à tous ces jeux. Vous voyez, c'est quand même un trouble. On appelle ça un handicap fantôme, un handicap. Il est tout le temps en double tâche aussi, même en grammaire, lorsqu'on doit souligner un verbe d'une couleur, entourer le sujet d'une autre couleur. Tout ça est compliqué pour lui. Alors regardez aussi, vous voyez que, évidemment, code et symboles sont très échoués. Quelques petits exemples. À Cube, il me dit « je bug ». Il a repéré le triangle inversé qui plonge dans la figure, mais il fait une inversion de couleur. Dans Matrice, vous voyez l'item 8, ça pose problème pour lui, évidemment, parce qu'il dit carrément « j'ai pas mal de problèmes d'orientation ». Et puis à Code, je l'ai regardé faire son code, et j'ai vu à quel point le regard se perdait. Alors je vous conseille de bien regarder avec les enfants que vous avez, qui présentent un trouble de ce type. Et du coup, j'ai essayé de reconstituer le parcours de son regard. Donc le regard, je vous l'explique, il doit chercher le signe qui est sous le numéro 9, et au lieu de regarder vers le modèle, vers le haut, où il y a le numéro 9, il va regarder du 1 jusqu'au 9. Il va balayer dans tous les sens. Quand il va avoir repéré le signe qui est sous le numéro 9, il va revenir pour le mettre, et on va voir le regard qui se perd encore dans tous les méandres des lignes, il ne sait plus où il en est. Et à chaque fois, il fait cet effort incroyable de repérage qui lui fait perdre énormément de temps. Un second enfant, TDAH. Alors, c'est une petite fille, elle fait preuve de précipitation, elle débute avant d'avoir entendu la consigne, très classique. Hein. Elle essaye aussi de tricher quand elle le peut, un maximum. Elle conteste les règles, hein. Elle n'est pas très contente des règles d'arrêt. Elle voudrait continuer, même quand les règles d'arrêt. Elle commence au milieu de la feuille à l'épreuve symbole, elle commande toutes ses actions, ses réponses, elle passe sous mon bureau, elle ouvre mes tiroirs.
Et puis elle me parle sans grande retenue, hein. Elle est jeune, vous me direz. Elles vont me faire devenir chèvre, toutes tes questions. Hein. Et puis elle fait « qu'est-ce que tu notes ?» Et puis elle gronde un peu comme ça plusieurs fois pour m'exprimer que je l'ennuie. Et puis alors si j'ai le malheur de lui faire répéter une réponse, voilà, vous voyez, tu sais quand on devient vieux, on est un peu sourd. Hein. Voilà, carrément, bien en face. Donc on voit les neuropsychologues et neuropsychologues qui sont ici, qui se disent les fonctions exécutives, l'inhibition, Binet parlait de censure en 1911, tout ça c'est bien un petit peu défaillant. Alors évidemment, on va avoir un profil qui est plutôt de ce type, voyez-vous, avec une grande hétérogénéité intra-échelle, voyez. Vous avez une hétérogénéité entre similitude et vocabulaire. Vocabulaire, elle sait les mots, ils font partie de son stock, alors que similitude, on doit réfléchir ici et maintenant. Grande hétérogénéité par rapport entre cubes, parce que c'est plus concret et puzzle visuel. Grande hétérogénéité entre matrice et balance. Balance, c'est très coûteux sur le plan cognitif, et ça demande une attention qui est difficile à tenir. Mémoire des chiffres, mémoire des images, les chiffres s'envolent, voyez-vous, avec leurs petites ailes, les mots sont partis, elle me dit « qu'est-ce que tu as dit ? Tu peux répéter ?» Évidemment, on ne peut pas répéter, alors on essaye une fois ou deux, on refait, mais ça ne marche pas. Et puis symbole, qui est typique de l'impulsivité à symbole. Et puis je termine avec un enfant au potentiel au WISC 5, un jeune enfant, un jeune garçon très vif et dynamique, 7 ans, vous voyez, tout jeune, très à l'aise avec l'adulte lui aussi, mais avec beaucoup plus de retenue. Hein. Il s'exprime volontiers, précision sur son environnement. Alors, je le voyais parce que c'est un garçon qui perd confiance, il exprime auprès de sa maman parfois avec des mots forts sa frustration. Sa maman le sait intelligent, elle me dit il a une intelligence de la contestation. Alors il raisonne, il argumente, il conteste les décisions des adultes. Mais nous qui faisons le WISC 5, on va regarder son profil, on voit bien que par rapport à la moyenne des enfants âgés de 7 ans, son profil se situe beaucoup plus au-dessus, vous voyez, avec des notes très élevées. Par exemple, oui, alors pas le plus faible, mais par rapport à lui-même, une note un petit peu moins forte, ou en tout cas une moins bonne réussite, c'est à la vitesse de traitement. Vous savez que vitesse de traitement, il n'y a pas vraiment de processus vicariant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus alternatif à code et symbole. Très classiquement, les enfants à haut potentiel ont une note à l'indice de vitesse de traitement un peu plus faible que leur moyenne habituelle. Alors, juste un mot pour dire qu'en ICV, IVT, la différence est de 22 points. On a une différence très forte, mais ça n'empêche pas de calculer le QI total, parce qu'on sait que chez les hauts potentiels, on va avoir des profils qui pourront avoir des différences élevées. Et puis je termine avec, puisque c'est un petit garçon intellectuel, hein, très intelligent, par le dessin, pour terminer, parce que c'est un peu ma spécialité, d'un dessin d'un enfant intelligent, vous voyez. Alors, c'est quoi, là, ce qu'on voit ? Eh bien, c'est Martin chez le psychologue. L'enfant, il a dessiné ce qu'il sait de la situation, vous voyez, son intelligence. Mon fauteuil a des roulettes, donc j'ai les roulettes. Je tiens dans le fauteuil, malgré ma taille, donc je tiens dans le fauteuil sur le dessin, vous êtes d'accord ? Et lui-même, il a un fauteuil avec des accoudoirs pleins. On voit les accoudoirs pleins. Mon bureau a des pieds en T, qui ne sont pas dans ce sens-là, et puis j'ai un caisson sous le bureau, voilà. Ce que c'est qu'un enfant très intelligent, quand il dessine, il fait preuve de réalisme intellectuel, c'est-à-dire qu'il a dessiné ce qu'il savait de la situation par son intelligence, et non pas évidemment une perspective ou ce qu'il voyait. Je vous remercie de votre attention.